Je dois reconnaître, Monsieur le maire, que vous gérez cette ville avec beaucoup d'habileté politique et malheureusement très peu de vision pour son avenir. La proposition de budget 2026 que vous nous soumettez ce soir est le reflet de cette grande habileté politique et de cette absence de vision. Je m'en explique. J'ai parlé d'habileté politique dans le budget 2026. J'identifie deux leviers puissants sur lesquels prend appui cette habileté. Le premier, c'est la majorité municipale. Le premier acte budgétaire que vous posez ce soir, c'est servir cette majorité. En 2020, votre majorité, Monsieur le maire, c'était 51 élus, il y avait 21 adjoints et à la fin, 12 conseillers délégués. Autrement dit, en 2020, 33 élus étaient indemnisés et avaient des délégations et 18 étaient sans délégation avec une indemnité symbolique. En 2026, votre majorité est passée à 45 élus, mais le nombre d'élus indemnisés avec une délégation passe, lui, de 33 à 37, avec 21 adjoints et 16 conseillers délégués. Seuls 8 élus de cette majorité sont sans délégation. En regardant de plus près les délégations que vous proposez, on est frappé par les chevauchements de périmètre. On ne voit pas bien, en termes d'efficacité de l'action publique, quel sens ça va avoir d'avoir, par exemple, 3 élus qui, tous les 3, doivent s'occuper de bâtiments. En revanche, on comprend très bien, en regardant plus finement, que la préoccupation majeure d'un tel dispositif, c'est de servir chaque groupe de votre majorité. En réalité, cette inflation des responsabilités, elle a un objectif simple, qui est celui de discipliner une majorité dont le nombre d'élus s'est un peu réduit depuis le dernier mandat. C'est habile. Le deuxième levier sur lequel s'appuie votre habileté politique, donc, il s'appelle le service communication. Le budget de la communication, je le disais tout à l'heure, 2 millions d'euros donc en fonctionnement. C'est un budget qui ne connaît pas la crise. Je rappelle, quand il faut faire des économies, effectivement, ce n'est pas là où on va chercher. On ne touche pas à la com. À ces 2 millions d'euros de fonctionnement, il faut ajouter plus de 2 millions d'euros de frais de personnel, puisque tout à l'heure, vous le donniez aussi pour la solidarité. Si donc, pour comparer le comparable, le budget communication de la ville donc, passe à 4 millions d'euros. C'est un budget colossal, mais c'est ce qu'il faut pour construire une image de la ville dont on efface tout ce qui dérange. Investir dans la communication, c'est très cynique, mais c'est aussi habile et surtout d'une efficacité redoutable, car cette mise en scène permanente du meilleur des mondes vous permet de masquer votre absence de vision pour cette ville. Cette absence de vision, elle a un coût. Et ce coût, ceux qui le payent, c'est celles et ceux, donc, enfin, c'est les Montreuillois, et singulièrement les plus fragiles d'entre eux. Pour illustrer mon propos, je vais prendre 3 exemples. Prenons le cas de la jeunesse. Montreuil est une ville jeune, sa jeunesse est diverse et ses besoins immenses. Vous commencez votre 3e mandat, Monsieur le maire, et depuis 12 ans, vous êtes dans l'incapacité de nous donner votre vision pour un champ aussi structurant de l'action municipale. Le service jeunesse de la ville a été complètement déstructuré pour masquer les problèmes de fond et la crise profonde que traverse ce service, pour cacher la crise profonde que traverse ce secteur. Vous créez autour de la jeunesse de nombreux événements. Vous surfez sur le mouvement actuel des concours d'éloquence, les campus jeunesse et j'en passe. Et pendant ce temps, vous mettez sous le tapis une grande partie des enjeux de la jeunesse de notre ville. Vous êtes maire d'une ville où plus de 30% de la jeunesse vit 30% de la population vit dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ces quartiers, au niveau de la jeunesse, il se passe des choses très dangereuses. En effet, 40% des 15 à 24 ans dans certains de ces quartiers sont déscolarisés. Cette situation devrait vous interpeller, Monsieur le maire, et elle devrait surtout vous mobiliser. Quel est l'avenir d'un adolescent déscolarisé à 15 ans en 2026 dans un pays comme le nôtre? Trouver un emploi, s'insérer dans la vie, c'est compliqué de manière générale. Je ne sais pas comment on fait quand on a arrêté l'école si tôt. Je ne sais même pas comment on fait pour être un citoyen averti sur ses droits. J'entendais tout à l'heure votre adjoint aux finances parler de 34% d'augmentation du budget des centres de loisirs. Je crois qu'il serait important de dire combien représente cette augmentation par centre de loisirs, moins de 3 000 €. Je ne crois pas qu'on ait là quelque chose qui ressemble au début de commencement d'une vision quand on sait l'état du périscolaire et ce qu'il faudrait faire pour justement bâtir un périscolaire de qualité. Après ce conseil municipal, vous communiquerez sur de beaux visuels pour dire à la population que Montreuil investit pour sa jeunesse, Montreuil investit dans l'éducation. Une telle communication est très efficace et les millions d'euros que vous allez aligner réussiront sans doute à convaincre beaucoup de Montreuilloises et de Montreuillois de l'existence d'un cap et d'une vision pour l'éducation et la jeunesse dans cette ville. La réalité derrière ces millions, c'est que ces millions ne sont pas la traduction d'une vision. Ces montants colossaux correspondent aux écoles qui vont sortir de terre, à l'entretien courant des écoles existantes. La magie de la com transformera tout cela en vision pour l'éducation et en cap pour la jeunesse.
ce qui n'est rien d'autre en fait que le financement du quotidien. En réalité, ces belles images, c'est le quotidien que n'importe quel maire, et quelle que soit son étiquette politique d'ailleurs, aurait financé. Même dans des villes gérées par l'extrême droite, on construit des écoles, on les rénove, on finance la routine. Financer ses compétences obligatoires, ce n'est pas avoir une vision pour la jeunesse, c'est juste faire son obligation de maire. À côté de cette gestion du quotidien, il y a une série donc de problèmes de fond qui nécessiteraient mobilisation et stratégie, et là, il n'y a rien. Ce qui se passe aujourd'hui, donc je disais, au niveau de la scolarité des jeunes dans ces quartiers prioritaires de la politique de la ville est une catastrophe pour notre République. Certes, ce n'est pas la compétence de la ville, mais parfois la situation exige que l'on sorte de la stricte répartition administrative des compétences. C'est ce qu'ont fait en leur temps vos prédécesseurs, en créant par exemple les centres municipaux de santé, qui font aujourd'hui encore la fierté de villes comme la nôtre. Ils portaient une vision pour leur ville, une vision qui leur a permis de mettre en place des solutions pour répondre aux problèmes de la population. Avec 40% de jeunes déscolarisés dans certains de nos quartiers, je crois, monsieur le maire, qu'il y a urgence à déborder du cadre pour expérimenter des solutions permettant de sauver ces jeunes. Je regrette que ce budget 2026 ne porte pas le début du commencement d'une telle réflexion. Pire, toute référence à la réussite éducative a disparu de l'organigramme des élus. Après la jeunesse, je vais dire quelques mots de la place faite à la solidarité dans ce budget. Alors que la précarité explose dans notre pays et que la crise énergétique qui pointe son nez annonce de nouvelles difficultés nombreuses pour beaucoup de ménages, le budget du CCAS, lui, reste plafonné à 1,8 million d'euros. Je veux bien croire que le CCAS ne soit pas le seul outil pour financer la solidarité, mais dans une commune, il reste quand même le levier principal. Comme en matière de jeunesse, la ville gère ce qu'elle sait gérer déjà, et pour le reste, advienne que pourra. Je suis de plus en plus interpellée par des personnes qui font face à des difficultés pour payer leur loyer. Le bailleur social Est Ensemble Habitat semble débordé pour faire face à ces situations, puisque de nombreux locataires se retrouvent sans suivi, certains étant même expulsés à la veille de la trêve hivernale, alors même qu'on est dans des situations sociales préoccupantes qui auraient mérité un accompagnement digne de ce nom. Le bailleur semble non outillé pour accompagner. Les services sociaux départementaux rue de la Beaune semblent débordés eux aussi pour faire face. Reste pour les Montreuilloises et les Montreuillois en difficulté le CCAS, qui lui également fait ce qu'il peut, mais est aussi bien souvent dans l'incapacité de répondre à de telles situations. Ce soir, on parle du budget de la ville. Je vous propose, monsieur le maire, que nous donnions les moyens au CCAS de notre ville pour financer la mise en place, par exemple, d'un pôle de suivi des impayés de loyer, pour permettre à notre ville de se doter d'un pôle permettant le suivi des familles dans ces situations difficiles. En abondant le budget du CCAS de 300 000 euros, nous pourrions créer un pôle au CCAS avec une coordinatrice et des travailleurs sociaux qui travailleraient ensemble avec les bailleurs sociaux et même avec les tribunaux lorsque des procédures d'expulsion sont engagées. Toujours dans le cadre de la solidarité, je voudrais dire un mot sur les violences faites aux femmes. Comme l'État, vous affichez cette lutte donc, contre les violences faites aux femmes comme une priorité, et en cela, vous avez tout à fait raison. Mais en face, on a du mal à voir les moyens que vous mobilisez. Ce soir, vous allez nous demander de voter, comme l'an dernier, une subvention de 35 000 euros pour la Maison des femmes. En lisant le rapport d'activité de l'association, on voit très bien que l'association repose essentiellement sur des bénévoles, par manque de moyens. Si dans cette Assemblée, on veut se donner les moyens de lutter sérieusement contre ce fléau des violences faites aux femmes, je vous propose, monsieur le maire, que dans ce budget, nous dégagions les fonds nécessaires pour soit permettre à l'association de salarier des professionnels, psychologues, travailleurs sociaux notamment, soit que nous mettions à la disposition de cette association des professionnels qui interviendraient pour pouvoir accueillir et accompagner les femmes victimes de violences. Ce propos que j'ai tenu en matière de violences faites aux femmes, je pourrais le tenir exactement en matière de handicap. Les services sociaux, les services sociaux à tous les niveaux sont sous tension. Aujourd'hui, dans notre ville, l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap reposent essentiellement sur le monde associatif et les bénévoles. Bien souvent, donc, des retraités qui font ce qu'ils peuvent, mais face aux besoins, eux aussi sont submergés. La ville doit prendre ses responsabilités là également, je crois, et faire évoluer sa mission handicap pour sortir donc de la coordination et de la réalisation d'événements et pour se donner les moyens d'accueillir le public concerné. Pour conclure mon propos sur le budget 2026, je voudrais dire un mot sur le personnel communal. La situation est très tendue dans de nombreux services et de nombreux agents sont en très grande souffrance. Il y a urgence, monsieur le maire, à prendre au sérieux les alertes qui nous remontent du personnel, à arrêter la casse sociale et surtout
mettre en place un véritable suivi des agents qui sont aujourd'hui dans des situations qui ressemblent à ce qu'on appelle une placardisation. Il est à la fois la prolongation du travail de la majorité précédente qui avait débattu des orientations budgétaires au cours du dernier conseil municipal du précédent mandat et la première étape dans le projet politique de ce nouveau mandat et de cette nouvelle majorité à laquelle les travaux que nous allons mener dans les prochains mois, notamment pour élaborer le plan pluriannuel d'investissement, viendront s'ajouter et marquer finalement la patte de cette nouvelle majorité. Il s'agit de notre premier budget et un budget est toujours une question de choix. Au nom du groupe socialiste, je souhaite insister ce soir sur 6 choix, 6 marqueurs politiques qui innervent ce budget 2026, 6 orientations que nous avons en tant que socialistes portées, défendues, tant dans le précédent mandat qu'au cours de la campagne électorale, et donc 6 raisons pour lesquelles nous voterons ce soir ce budget. D'abord, la défense et le renforcement de services publics locaux de qualité, de proximité, accessibles, auxquels les socialistes sont viscéralement attachés. Ce budget, ça a été dit, prévoit une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 millions d'euros. C'est loin d'être anodine pour renforcer des politiques essentielles telles que l'enfance, la santé, les espaces verts, ça a été dit. C'est un choix politique fort. Investir dans le fonctionnement, c'est investir dans l'humain, dans la qualité du service rendu, dans la présence publique au plus près des habitantes et des habitants. L'accessibilité des services publics, c'est aussi l'accessibilité des lieux qui les accueillent, comme l'hôtel de ville, dont la mise en accessibilité sera mise en œuvre en 2026. La qualité des services, c'est aussi la qualité des parcours usagers, des relations de proximité que nous tâcherons dans les prochaines années d'améliorer encore pour que la ville de Montreuil soit au plus près des Montreuilloises et des Montreuillois. Le rôle de service public, c'est aussi de soutenir les associations, notamment dans le contexte du repli du soutien étatique, et nous sommes fiers que la ville de Montreuil accroisse ses subventions à destination de ses acteurs. Le second marqueur pour nous sur ce budget, cela a été dit dans la présentation de l'adjoint aux finances et c'est essentiel pour les socialistes, c'est la question du renforcement significatif de nos moyens en faveur de l'entretien de l'espace public et de nos équipements publics pour améliorer le cadre de vie des Montreuilloises et Montreuillois. Nous le savons, dans nos rues, dans nos écoles, dans nos squares, sur nos aires de jeu, dans nos gymnases, nous devons pouvoir mieux réparer, entretenir, adapter, embellir. Pour ce faire, les investissements de proximité sont doublés par rapport au budget de l'an dernier et constituent près de 40% du budget d'investissement, soit plus de 20 millions d'euros. Derrière ces chiffres, c'est un choix essentiel qui se joue, qui est profondément politique. Prendre soin de la ville, c'est prendre soin de ce que les habitants vivent chaque jour, avec des écoles en meilleur état, des rues mieux éclairées, des espaces publics dignes et propres dans tous nos quartiers. Plus de 5 millions d'euros seront consacrés à l'entretien de la voirie et des espaces publics. Et la budgétisation de la réfection de la rue Saint-Antoine et la rénovation des vestiaires du stade Robert-le-Gros sont 2 exemples de projets très attendus par les habitants et les usagers. Ce budget prend soin du cadre de vie des Montreuilloises et des Montreuillois et notre groupe s'en félicite. Il reviendra à la majorité la lourde tâche, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement et des prochains exercices budgétaires, de poursuivre ce travail en concevant par exemple un plan piéton pour améliorer la qualité des trottoirs ou en renforçant dans les budgets de fonctionnement nos moyens de présence et de régulation de l'espace public, je l'ai évoqué tout à l'heure. Troisième marqueur que je souhaite souligner, c'est que ce budget réaffirme avec force une exigence, celle de l'égalité territoriale. Près de 30% des habitantes et des habitants de notre ville vivent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Si nous nous adressons ce soir, bien évidemment, à toutes et tous les Montreuillois, je souhaite ici tout particulièrement m'adresser aux habitantes et habitants des quartiers Branly-Boissière, de Lanoux-Clos-Français, du Bel-Air-Grand-Péché, Ruffin, Morillon, Jean Moulin, Cité de l'Espoir et des 3 communes. Ces quartiers ne sont pas à part, ils sont au cœur de notre ville, au cœur de notre projet municipal et nous le disons clairement, l'égalité territoriale n'est pas un slogan, c'est une boussole et nous avons veillé dans ce budget à ce que chaque arbitrage budgétaire en soit la traduction concrète. Cela passe par le renforcement des services publics dans tous les quartiers, je l'évoquais, et cela passe aussi par des investissements ciblés dans nos quartiers populaires. C'est bien évidemment le cas des projets de renouvellement urbain avec l'extension du centre social Espéranto au Morillon, les études de rénovation des écoles Paul Lafargue et Joliot-Curie. J'en profite pour saluer mon collègue Mathieu Clausade qui sera en charge du suivi de ces projets. Cela passe aussi par plusieurs projets qui sont prévus dans le Haut-Montreuil cette année, comme l'aménagement tant attendu des espaces publics autour des stations de métro de la ligne 11, la construction d'une maison de quartier ou la réalisation d'un gymnase dans le quartier de la Boissière. Quatrième marqueur que je souhaite partager avec vous ce soir, c'est bien sûr la priorité donnée à l'éducation et à l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos enfants, qui sont un levier majeur d'égalité et d'émancipation. Le budget 2026 permettra de mettre en œuvre, sous la coordination de notre collègue Abika, l'ambitieux plan éducatif de territoire que nous avons actualisé à la toute fin du précédent mandat.
qui affirme que l'éducation ne se limite pas à l'école, mais qu'elle se construit dans tous les temps, dans tous les espaces de l'enfant. Un plan qui place l'égalité entre les filles et les garçons au centre et la lutte contre les violences comme une exigence absolue. Le budget que nous allons voter ce soir consacre une augmentation significative s'agissant de la formation des agents et notamment de celles et ceux qui travaillent auprès de nos enfants. Former ces professionnels, c'est au cœur de notre projet éducatif pour accompagner le développement de chaque enfant dans un cadre sécurisant qui répond à ses besoins fondamentaux, comme ne cesse de le recommander l'Observatoire national de la protection de l'enfance. En investissement, j'ai évoqué le renfort d'entretien quotidien des écoles, les projets de rénovation de 2 écoles à Lannou et au Morillon dans le cadre de l'ANRU. On peut aussi citer la finalisation du nouveau groupe scolaire Méliès dans le Haut-Montreuil, la rénovation d'Anatole France au Grand Péché, la restructuration du groupe scolaire d'Hydro. L'éducation est au cœur du projet politique que nous portons et nos enfants méritent le meilleur pour apprendre, grandir, s'émanciper chaque jour. Cette priorité devra bien sûr se poursuivre dans les prochaines années pour continuer la rénovation de nos 54 écoles, mieux les isoler par des rénovations thermiques, débitumer les cours d'école pour créer des cours oasis indispensables vu la hausse des températures, améliorer aussi la sécurité des cheminements aux abords de nos écoles. Dans la continuité de ces engagements, la suite de notre mandat et les prochains budgets permettront par ailleurs de mettre en place notre projet politique s'agissant de l'émancipation de nos jeunesses montreuilloises. Et j'emploie volontairement ce pluriel comme l'écrivait Bourdieu en son temps, car parler des jeunesses au pluriel, les nommer, c'est reconnaître la diversité des parcours, des appartenances sociales, des territoires, des expériences vécues par les jeunes. 5e marqueur pour les socialistes, c'est celui de la mixité sociale, de la lutte contre les inégalités et contre les exclusions pour une ville accueillante et inclusive. Nous saluons à ce titre, n'en déplaise à l'opposition, la croissance du budget du Centre communal d'action sociale aux côtés des services et partenaires qui ont été cités par le maire il y a quelques instants. Les prochains budgets devront aussi poursuivre, renforcer cette dimension, notamment s'agissant des propositions pour mieux accompagner les publics en grande précarité autour de la Croix de Chavaux notamment, qui ont été portées dans le cadre du projet électoral. Je tiens à souligner aussi que près d'1 million d'euros de notre budget sont consacrés au lieu d'accueil des populations migrantes dans notre ville. Et je salue ma collègue Clara Bess qui poursuivra cette année le travail de longue haleine de rénovation des foyers Branly et Rochebrune, engagés sur 10 ans, ainsi que les actions d'accompagnement, comme les forums santé par exemple, pour améliorer les conditions de vie des résidents. Idem pour l'accompagnement des résidents du site Ningesser, qui accueille près de 50 enfants notamment, et que nous accompagnons en termes d'accès aux droits, d'accès à la scolarité, en lien avec notre collègue Liliane Issache. 6e et dernier marqueur, enfin, c'est celui de la lutte contre le dérèglement climatique et de l'indispensable adaptation écologique de la ville. La transition écologique irrigue l'ensemble de ce budget primitif pour 2026 en transversalité, avec des moyens mobilisés dans chaque politique publique pour une écologie populaire et quotidienne. Nous poursuivons progressivement la transformation de nos rues, de nos places, en lieux de vie durables, apaisés, adaptés aux enjeux climatiques. Nous modernisons notre éclairage public pour réduire l'impact énergétique. Nous accélérons la rénovation thermique de nos bâtiments communaux. À l'avenir, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement et du travail de la majorité municipale, nous poursuivrons aussi résolument l'effort de renaturation de la ville pour la rendre plus respirable, plus agréable, en créant de nouveaux espaces verts dans tous les quartiers. Monsieur le maire, mes chers collègues, chers Montreuilloises, ce budget, je le rappelle, permet cela sans augmenter les impôts des Montreuilloises et des Montreuillois. C'est un budget de justice sociale, de justice territoriale, un budget pour le quotidien des habitantes et des habitants, un budget de renforcement du service public, un budget responsable vis-à-vis des générations futures qui ne laisse de côté ni les quartiers populaires ni les plus précaires. Ce budget est fidèle à nos valeurs, il est lucide sur les besoins de notre ville, il est une première étape dans la mise en œuvre du projet que nous avons soumis au suffrage des Montreuilloises et des Montreuillois il y a quelques semaines. Et cet effort, via les impôts locaux, représente une contribution directe de 127 millions d'euros. Ceci nous oblige envers nos concitoyens. À cet égard, notre groupe salue le maintien des taux d'imposition à leur niveau de l'an dernier. Il réaffirme également l'importance de fixer un juste prix pour les prestations facturées aux usagers de la ville. Il nous faut sans cesse trouver les solutions pour permettre aux plus fragiles d'accéder à l'ensemble des services publics qui leur redonnent un pouvoir de grandir, un pouvoir de se nourrir, un pouvoir d'agir à Montreuil. Nous revendiquons le fait que, malgré sa technicité, il faut mettre la discussion budgétaire à hauteur démocratique. Ce moment ne doit donc pas être galvaudé ni dans sa présentation, qui exige transparence et pédagogie, ni dans sa préparation qui requiert une pleine mobilisation des conseillers et des services dans des délais contraints. Il nous paraît également important de poursuivre la mise en cohérence de nos politiques d'achat, de nos politiques d'emprunt avec cette ambition écologique et nous suggérons
que la municipalité puisse formaliser une politique d'endettement éthique et durable, comme d'autres villes l'ont déjà fait. Elle pourrait consister à cesser les nouveaux emprunts auprès des banques les plus climaticides et les moins transparentes. L'analyse des offres bancaires faite par la Direction des Finances pourrait intégrer ce critère. Enfin, dans ce contexte, il nous paraît primordial de donner de la place à des décisions d'investissement prises en proximité, car elles sont source de durabilité et de maîtrise des coûts. C'est le rôle des budgets participatifs, une bonne pratique développée lors du dernier mandat que nous souhaitons voir renforcée dans les prochaines années. C'est plus globalement la vertu des démarches de concertation qui se mettent en place sur les différents projets d'aménagement ou de construction et qui requièrent une attention toute particulière de notre communauté d'élus. Cela a été dit, ce budget trace déjà cette trajectoire et nous souhaitons soutenir son approfondissement. Votre stratégie est simple, dégager des économies sur les sections de fonctionnement pour augmenter l'épargne, réduire la capacité de désendettement. Alors vous êtes fiers de nous annoncer qu'on peut rembourser la dette en 7 ans seulement. 7 ans seulement alors qu'en 2020, on la remboursait en 10 ans. Sauf que 10 ans pour rembourser une dette en finances publiques, c'est tout à fait acceptable. Entre 10 et 12 années, c'est votre rapport qui le dit, cela est considéré comme tout à fait normal. Et cette posture de bons élèves a en revanche des conséquences concrètes. Vous reniez sur le fonctionnement quotidien de la collectivité. Votre remède de bon docteur est une potion bien amère sur la qualité des services publics et les conditions de travail des agentes et des agents. Oui, les recettes de fonctionnement progressent, c'est une bonne chose pour les agentes et les agents. Dans le même temps, vous décalez des recrutements, vous laissez des postes vacants dans de nombreux services pour faire des économies. Concrètement, vos services sont sous-staffés, vos agents sont épuisés et cette manœuvre dégrade encore plus les conditions de travail et le service rendu à la population. Vous vous félicitez également de votre recours limité à l'emprunt, alors que ce n'est pas un problème en soi. L'emprunt est un outil normal des finances publiques pour investir dans l'avenir. À force de ne pas l'utiliser, vous limitez votre capacité d'action. Vous reportez sur les générations futures nos besoins non couverts d'aujourd'hui. À la lecture de ce budget 2026, la question que je me suis posée est donc la suivante. Avez-vous conscience des marges de manœuvre auxquelles vous renoncez? Car oui, la réalité, c'est que nous avons aujourd'hui des marges de manœuvre et que tout choix budgétaire est d'abord politique. Et donc vos choix m'interrogent. Vous avez fait le choix d'investir encore cette année dans le cœur de ville, après avoir investi 6 millions d'euros sur la Croix de Chavaux. À titre de comparaison, c'est autant que ce qui est prévu pour l'entretien de l'ensemble des écoles, des bâtiments et des équipements publics de toute la ville. Alors je m'interroge, où est la débétonisation des cours d'école? Où est le centre d'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences? Où sont l'adaptation des équipements sportifs aux personnes en situation de handicap? Où est l'observatoire de lutte contre les discriminations? Il n'y en a pas. Que sont devenus les 200 000 euros économisés en supprimant le service de maintien et d'aide à domicile au sein du CCAS, alors même qu'un mur démographique est devant nous, avec une hausse de 73% des plus de 75 ans d'ici 2040 dans le département? Quelle est votre stratégie pour garantir une autonomie digne, pour éviter que les personnes âgées ne basculent dans la précarité? Même constat sur la jeunesse. Le contrat de ville le dit, 40% des jeunes de 15 à 24 ans déscolarisés dans certains quartiers. Et ces chiffres pourraient s'accentuer, alors que le collège Solveig-Anspach perd son classement politique de la ville et doit encaisser la perte de moyens qui en découle. Et je veux d'ailleurs saluer ici toute la mobilisation de la communauté éducative. Et pourtant, dans votre budget, pas de grand plan pour la réussite et le périscolaire. On aurait voulu voir des moyens pour le service jeunesse, des bus et des cars supplémentaires, permettre des sorties, des activités, la création de postes pour le soutien scolaire, pour des séjours de rupture. Nous faisons face à une urgence éducative et sociale majeure qui n'est pas traitée dans ce budget. Sur le logement, même si la compétence est désormais à l'EPT, vous aviez des leviers. Vous auriez pu renforcer le service communal d'hygiène et de santé, pour renforcer le pôle technique, doubler le nombre d'inspecteurs contre l'insalubrité, pour soutenir davantage les locataires. Et surtout, une mesure qui ne vous aurait pas coûté 1 euro, vous auriez pu prendre un arrêté contre les expulsions locatives sans relogement. D'autres maires l'ont fait dans le département. Oui, l'arrêté aurait été contesté, sans doute cassé par le préfet, mais il aurait permis de gagner du temps. Un temps très précieux depuis la mise en œuvre des délais raccourcis de la loi Kasbarian-Berger. Il aurait permis de protéger les habitants. Et derrière ces choix, il y a des vies. Je pense à Marie-Lou, 65 ans, au RSA, habitante du parc d'Est Ensemble Habitat. Sa dette a été effacée par la Banque de France. Pourtant, le service contentieux d'Est Ensemble Habitat, dans une logique jusque-boutiste, conteste l'effacement de sa dette et demande le concours de la force publique pour l'expulser de son logement, alors qu'elle paye son loyer courant. Tout ça pourquoi? Pour récupérer 2 000 euros, soit 0,0008% du budget du bailleur. Je vous laisse méditer sur ces chiffres.
Enfin, pour les familles, et en particulier les familles monoparentales, pour beaucoup, vous le savez, nourrir leurs enfants devient un combat quotidien. Et vous le savez, la précarité alimentaire est une réalité dans notre ville. Dans ce contexte, la cantine n'est pas un service secondaire. C'est un outil de justice sociale et nous aurions aimé voir la gratuité des premières tranches et des familles monoparentales prévues dans ce budget. Enfin, sur les recettes, vous passez à côté de financement. Plusieurs appels à projets de l'État auraient pu être mobilisés pour dégager des marges de manœuvre, soutenir l'innovation des agents et l'amélioration des services publics pour les habitants. Je pense en particulier à l'appel à manifestation d'intérêt, territoire zéro non-recours au droit. Une occasion manquée. En bref, ce budget n'est pas à la hauteur des besoins de ceux et de celles qui nous ont envoyés dans cette salle. Monsieur Mbarki, Monsieur Bessac, nous nous opposons résolument à votre budget. Il ne prépare pas l'avenir, il gère mal le présent. Ce budget marque notre ambition de justice sociale et écologique, ainsi que de solidarité et de partage. Nous avons construit avec les Montreuillois, lors des élections de mars 2026, des propositions. Ce budget est d'ores et déjà la concrétisation des bases posées ces dernières années et du programme élaboré en continuité de cette politique. J'en cite quelques-unes. Sur le quotidien, notre programme annonçait une restauration massive de la voirie et des trottoirs, une réponse garantie pour chaque signalement lié à l'entretien de l'espace public. Cela représente 13,5 millions d'euros de budget d'investissement 2025 consacré aux dépenses récurrentes. Gros entretien des écoles, des bâtiments, de la voirie, des réseaux, de l'éclairage. En 2026, notre investissement sera de 15 millions d'euros. Le soin du quotidien est un socle structurant de nos actions et de notre budget. Sur le Haut-Montreuil, les transformations s'accélèrent. Un nouveau lycée, une antenne conservatoire, un centre de quartier, des espaces verts. Parallèlement, la nouvelle école Méliès, comme il a été dit, dans le cadre des programmes de rénovation urbaine, nous agrandirons le centre social Espéranto ainsi que la bibliothèque de Morillon au cours de notre mandat. Les travaux ont d'ailleurs déjà commencé cette année. Les mobilités représentent également un enjeu majeur pour le Haut-Montreuil, au Grand Péché, le prolongement de la ligne 1 du métro. Nous sommes pleinement engagés dans cette bataille aux côtés de Fontenay-sous-Bois et de Vincennes pour faire aboutir ce projet essentiel. Sur les écoles, je ne reviens pas sur l'ensemble des éléments qui ont été présentés. Cette année marque le coup d'envoi d'un ambitieux plan de rénovation de nos équipements sportifs, porté par l'énergie et le succès de nos clubs, à l'image du parcours remarquable de Montreuil FC en Coupe de France, qui a su rassembler et électriser toute la ville, avec 700 000 euros d'investissement et le début des travaux de modernisation des vestiaires du stade Robert-Legros. Nous améliorons dès maintenant les conditions d'accueil de nos athlètes, tandis que le lancement des études pour la construction d'un nouveau gymnase à la Boissière prépare l'avenir sportif de Montreuil. Sur l'écologie, la rénovation énergétique, la végétalisation, c'est déjà dans le budget en cours. Nous poursuivons la désimperméabilisation des sols initiée depuis 2025 et nous continuerons à planter des arbres là où la fraîcheur fait défaut pour créer des îlots de verdure et améliorer le cadre de vie de tous. Notre engagement en faveur des pistes cyclables reste toujours d'actualité, évidemment. Nous poursuivons résolument notre politique volontariste pour offrir des déplacements plus sûrs, plus verts et accessibles à tous. Je ne vous cite évidemment pas tout ce que nous ferons de bon et d'utile pour notre ville. Je salue en ce sens l'élection de Patrice Bessac comme président d'Est Ensemble et également de tous les représentants de Montreuil dans le conseil territorial. L'alignement de perspectives et de volonté entre Est Ensemble et Montreuil est un atout précieux pour le développement de grands projets. Le projet du plan Arbre et celui du Grand Chemin en sont des exemples frappants du dernier mandat. Nous les continuerons, notamment avec l'aménagement des abords du tramway et ces 7 hectares de nouveaux espaces verts. On parle de rogner sur le budget de fonctionnement, alors même qu'on fait progresser les budgets de fonctionnement de 9 millions d'euros. Qu'est-ce que ça serait si on les stabilisait, on les baissait? On dit qu'on ne recherche pas suffisamment de financement extérieur, alors qu'on passe justement ces financements de 2 à 7 millions d'euros. Qu'est-ce que ça serait si on n'arrivait pas à faire davantage? Alors même que l'État réduit, et vous l'avez dit, que l'État réduit les budgets pour les collectivités, on évoque le fait qu'on n'utiliserait pas assez l'emprunt. Mais je vais lui donner quelques chiffres. Si on augmente l'emprunt de 5 millions d'euros, ça nous coûte 7,5 millions d'euros dans 25 ans. Donc 2,5 millions d'euros
de coûts uniquement dans la poche des banquiers. Si on augmente notre dette de 5 millions d'euros, c'est 400 000 euros à inscrire automatiquement en plus dans le budget 2027. Et je ne crois pas qu'on ait 400 000 euros à mettre dans les taux d'intérêt. Une dette, ça coûte. Et le fait de ne pas l'augmenter, ça nous permet de faire des économies de fonctionnement. Et un point, puisque vous l'avez évoqué sur la question de mon appartenance politique, ce budget de l'État, le budget de l'État, nous le contestons, nous nous y opposons, nous sommes opposés à l'ensemble des budgets depuis 2017, nous n'avons voté aucun budget, et la seule raison pour laquelle nous n'avons pas voté les motions de censure, c'est parce que nous ne voulons pas prendre le risque qu'une dissolution entraîne l'extrême droite au pouvoir. Peut-être que vous voulez prendre le risque de voir Jordan Bardella Premier ministre, pas nous. D'abord, je veux remercier l'ensemble des oratrices et des orateurs, remercier Choukri Younis pour ses compliments nombreux à l'égard de mon habileté politique. Je regrette seulement de ne pas vous avoir convaincu sur la vision que nous défendons. Vous faites beaucoup de cas des dépenses de communication et de leur capacité à influencer en quelque sorte le vote des Montreuilloises et des Montreuillois. J'indique qu'au premier tour, en 2014, nous étions à 17%, en 2020 à 50,1%, en 2026 à 57%. Je crois que les Montreuilloises et les Montreuillois ont eu le temps de réfléchir et de se positionner quant au choix de trajectoire de leur municipalité. Plus sur le fond, naturellement, je vous indique que il y a 152 aides qui ont été accordées en 2024 au titre du Fonds de solidarité logement pour un montant de 130 595 €, que le Fonds de solidarité énergie a accordé 315 aides pour un total de 71 892 €, qu'il y a 873 ménages qui ont été aidés au titre des aides financières facultatives pour un montant de 166 481 €. Et j'indique à cette heure que je n'ai pas les chiffres de la mesure nouvelle que nous avons prise dans le cadre de la régie publique de l'eau sur le soutien aux ménages en difficulté, sur le paiement de leurs factures d'eau. C'est en train de se développer avec les CCAS du territoire et conduit chaque année à l'augmentation du nombre de ménages aidés au titre de la solidarité eau. Enfin, je veux dire que, naturellement, la compétence principale sur le sujet est le département, à travers le service social et ses compétences obligatoires, mais remercier notre adjoint au logement, Elief Nefsaoui, qui est en train de reprendre les rendez-vous d'extrême urgence en matière d'expulsion, qui étaient, dans la phase précédente, assurés par le regretté Stéphane Beltran, et saluer les équipes qui, notamment sur le bailleur Est Ensemble Habitat, travaillent sur les enjeux de prévention des expulsions et travaillent avec une précision coordonnée avec les services de la ville. Je veux remercier l'oratrice du Parti socialiste, du groupe socialiste, Loline Bertin, la remercier pour son soutien et notamment l'attachement du groupe socialiste et du budget de notre majorité au sujet d'égalité territoriale. Donc il a été dit qu'il se traduise et qu'il se concrétise notamment dans les programmes de renouvellement urbain, mais pas seulement dans les budgets de proximité de la ville. Vous avez cité notamment l'engagement du gymnase Boissière et je sais que Olivier Charles, l'élu au sport, est très attaché à ce que nous soyons engagés pour un mandat consacré à la rénovation de nos équipements sportifs et à la création de nouvelles capacités. Et je vous remercie également sur les sujets d'action sociale, sur l'accent que vous avez mis, qui sont, à mon avis, un des sujets identitaires pour notre ville et pour notre communauté et pour l'identité politique de notre majorité. Je remercie également l'orateur des écologistes, Mathieu Discours, notamment pour son soutien à la trajectoire de notre budget et la reconnaissance des mesures importantes qui sont traduites notamment dans le compte administratif quant à l'orientation de justice sociale et de justice climatique.
S'agissant de l'oratrice de la France Insoumise, Shaina Shariari, je veux indiquer, contrairement au propos qui a été tenu, qu'il n'y a eu aucune baisse dans les lignes budgétaires, d'ailleurs, lors de ce budget, ni des budgets précédents, puisque nous présentons un budget qui est en augmentation par rapport au budget de l'année précédente. Et je veux dire que sur le volet de l'investissement et de son rapport avec le fonctionnement, comme vient de le dire mon adjoint au maire, nous avons désormais le niveau d'investissement le plus important de ces 10 dernières années. Ce qui permet justement, comme vous l'avez indiqué, de préparer l'avenir et donc de bâtir les investissements et les rénovations nécessaires qui permettent à la ville d'assumer les conditions de sa trajectoire d'avenir. Et en réalité, ça a été le fruit d'un travail très patient permettant, s'agissant des niveaux de fonctionnement, de faire à chaque fois les bons arbitrages qui permettent de dégager chaque année quelques millions supplémentaires pour permettre de hausser notre niveau d'investissement. Et je veux redire l'engagement de cette majorité à continuer cet effort continu pour hausser le niveau d'investissement dans les années à venir et assumer notamment sur les sujets de proximité, mais aussi sur les sujets d'investissement d'avenir, les dépenses nécessaires. Je veux dire également que à cette étape, nous n'avons pas arbitré sur des formules collectives du type centre d'hébergement s'agissant de la situation des femmes victimes de violences. La demande principale qui nous est faite par les associations et par les acteurs, notamment psychologiques et sociaux, sur le sujet concerne plutôt l'habitat individuel et la mise à disposition d'appartements lors des situations de violence. Il peut y avoir quelque chose d'absolument traumatisant à se retrouver dans un ensemble collectif après avoir vécu avec sa famille une situation de rupture absolue. Et donc c'est plutôt autour des appartements relais défendus par les associations que se fait la politique de la ville et que nous souhaitons, avec l'ensemble des bailleurs, naturellement progresser. Je vous indique également que chaque année, s'agissant du sujet des expulsions, nous prenons des mesures nous écrivons et nous intervenons auprès des services préfectoraux. Nous avons eu l'occasion de prendre des arrêtés anti-expulsion au cours des années qui viennent de s'écouler. Malheureusement, et contrairement à ce qui est affirmé, s'agissant d'actes manifestement illégaux, ils ne sont pas rendus exécutoires par les services de l'État et donc n'empêchent pas effectivement les expulsions. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de nouvelles municipalités dont les tribunaux administratifs, au nom de l'acte manifestement illégal, ont immédiatement considéré qu'il n'était pas exécutoire. En tout cas, soyez assurés de l'engagement de la municipalité sur la lutte contre les expulsions. Je veux enfin remercier Taylan Koskoun d'avoir d'abord démonté minutieusement le mécanisme que vous avez appelé de dette sociale de l'État à l'égard des collectivités territoriales et du peuple français, et ses puissants effets antisociaux sur l'équilibre de nos dépenses et sur l'organisation de l'État et des collectivités locales. Je veux dire également que je partage le concept de robustesse dans l'action publique, et j'aurai l'occasion peut-être sur un certain nombre de sujets de le redire, notamment sur les sujets d'accueil, d'alphabétisation, de vie de notre communauté. Il me semble qu'il y a ces logiques qui sont déjà à l'œuvre à Montreuil et qui contribuent à une puissance de robustesse de notre communauté citoyenne. Et enfin, je veux vous remercier, Taylan Koskoun, à la suite des autres orateurs de la majorité, pour avoir marqué le programme d'investissement dans le Haut-Montreuil. Et plusieurs choses ont été citées, mais je veux vous dire que nous serons très heureux d'inaugurer bientôt l'école Méliès et ainsi de pouvoir ouvrir et répondre dès le début de mandat
à cet engagement qui est, je crois, très attendu par les habitantes et les habitants du quartier La Boissière, c'est-à-dire l'ouverture du nouveau centre de quartier. Je sais que la concertation a déjà commencé avec l'antenne de quartier et je suis certain qu'avec l'élu responsable du secteur, Amir Rouibi, et les élus thématiques, ce travail permettra d'aboutir à une très belle solution pour le quartier de La Boissière. Des amendements que j'avais, j'en avais 3. Le premier amendement donc, est relatif aux tarifs de la cantine. Les tarifs municipaux applicables au 1er septembre 2026 ont été votés lors du conseil municipal du 3 décembre 2025. Tout à l'heure, quand je parlais d'habileté, justement, cette façon de saucissonner le processus budgétaire s'inscrit aussi dans l'habileté dont je parlais. Donc ce soir, on a en fait voté un budget dans lequel on n'a pas, entre guillemets, discuté des prix que les Montreuillois auront à payer. S'agissant de la restauration scolaire, donc la nouvelle tarification qui est prévue donc, au 1er septembre 2026 est organisée donc, avec un tarif minimal à 0,61 centimes, un tarif intermédiaire à 5,72 et un tarif maximal qui s'établit à 7,27 €. Ces tarifs apparaissent comme prohibitifs pour de nombreuses familles, notamment donc les 2 derniers. L'ensemble de la tarification de la cantine scolaire semble nécessiter une remise à plat en associant les parents d'élèves, mais en attendant l'ouverture d'un tel chantier et pour tenir compte du contexte économique actuel qui voit de nombreux postes de dépenses augmenter pour les familles montreuilloises, cet amendement propose de supprimer le tarif maximal de 7,27 et de recalculer l'ensemble du dispositif de la tarification de la cantine en faisant du tarif intermédiaire à 5,72 le nouveau tarif maximal. La position de l'exécutif est le renvoi en commission de cet examen, de cet amendement, pour le motif qui ne concerne pas le budget primitif, mais bien l'adoption des tarifs. Je mets aux voix le renvoi en commission, qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée. L'amendement tombe. Amendement suivant. C'est pour l'application de l'amendement de l'abattement de 40% pour les familles monoparentales. Et l'idée, ce serait justement d'étendre cet abattement à l'ensemble des familles concernées. J'ai cru comprendre effectivement que cet abattement ne s'appliquait qu'aux mères isolées. C'est vrai que 85% des familles monoparentales sont portées par des femmes, mais lorsque des hommes sont concernés pour des raisons d'égalité, ils ne peuvent pas être exclus du bénéfice du dispositif. Je vous propose donc cet amendement pour permettre l'application de ce dispositif à l'ensemble des familles monoparentales qui remplissent les critères. On m'indique que cela s'applique déjà à tout le monde, quel que soit le genre des personnes naturellement. Est-ce que vous retirez votre amendement? Il va falloir l'indiquer au service, alors peut-être, parce que moi, si je pose cet amendement, je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas rêvé, c'est bien parce que des gens m'ont remonté cette difficulté, donc qu'il soit noté que les services l'appliqueront, et moi je le retire s'il le faut. C'est bien noté, madame. Cet amendement consiste à augmenter le financement du CCAS de 300 000 € pour permettre la mise en place d'une cellule de suivi des impayés locatifs et de prévention des expulsions. Pour ne pas créer de nouvelles dépenses, je vous propose que ces 300 000 € soient pris sur le budget de la communication et des événements de la ville. Je mets aux voix le rejet, qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée, l'amendement est rejeté. Nous passons maintenant à l'adoption du budget primitif. Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, qui vote pour. C'est la petite photo annuelle pour les nouveaux sur l'adoption du budget.